Merci Anne-Marie pour cette présentation du Cercle Entreprise Santé, co-organisateur de cet événement et partenaire de cet événement avec l'Université Mohamed VI des Sciences de la Santé. Je précise que l'événement précédent a été également avec un équivalent qui est le club des dirigeants, que lui-même il a opté pour la mise en valeur de la responsabilité sociétale comme un levier justement de son développement. Vous avez été bien sûr précurseur et depuis 2006 dans votre cercle, donc ce qui montre que voilà, c'est toujours d'actualité cette responsabilité sociétale, et avec cette crise Covid, elle ne pourra que s'accentuer parce qu'elle met justement, je dirais, le capital, je dirais les ressources, je dirais la richesse humaine. En tout cas, mieux placé que moi, Jean-Marie Péritier, il va introduire cette définition, donc voilà, de ce qu'on appelle ces ressources et tout ça. Et à vous la parole, professeur Jean-Marie Péritier. Merci donc, Saïd Tariq. Merci à tous ceux, aux organisateurs, au Cercle Entreprise de Santé, à l'université qui m'ont invité à participer à ce webinaire aujourd'hui, sur un sujet qui est un sujet effectivement que je vais aborder avec mon regard d'enseignant de management des ressources humaines. C'est un sujet effectivement à fort enjeu parce que, au fond, l'objectif du management des ressources humaines, c'est faire en sorte qu'il y ait en permanence les hommes qu'il faut et les femmes avec les compétences qu'il faut, de manière à ce que l'organisation puisse assumer pleinement ses objectifs. Et donc, le déficit de talent, le déficit de compétences, c'est bien ce contre quoi, finalement, il faut pouvoir en permanence lutter, car une entreprise qui ne dispose pas des compétences nécessaires pour bien fonctionner perd en compétitivité. Donc, l'objectif du management des ressources humaines, c'est bien l'adéquation permanente, à la fois qualitative et quantitative, des compétences aux besoins. Or, finalement, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, il y a un déficit de compétences? On peut considérer qu'il y a trois causes à cela possibles. La première, c'est qu'on n'a pas prévu les besoins. Autrement dit, qu'on n'a pas adopté ce qu'on va appeler une gestion prospective des emplois et des compétences, qu'on n'est pas capable de définir les compétences dont on a besoin pour les années qui viennent. Et c'est le grand problème aujourd'hui, dans un contexte de révolution digitale, d'accélération finalement des changements et des transformations. Quelles seront les compétences dont on aura besoin en 2030, en 2035? Si on veut disposer des compétences adéquates, il faut être capable de faire, finalement, de mettre en place l'observatoire des métiers, être capable de définir les compétences dont on aura besoin à l'échéance 5 ans, 10 ans. Deuxième risque, c'est le risque de ne pas être une entreprise magnétique. L'entreprise magnétique, vous savez, c'est celle qui est capable d'attirer et de fidéliser les talents. Autrement dit, que nous n'ayons pas cette capacité à attirer les personnes qui pourront avoir les compétences, les développer. Ce qui veut dire ne pas avoir une marque employeur convenable, ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour être un employeur de référence, pour apparaître comme a great place to work, comme un top employeur, comme une de ces entreprises où il fait bon travailler, où on a envie d'aller, et notamment de ne pas avoir veillé à sa réputation sur les médias, sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il faut être capable d'attirer, ce qui veut dire de répondre aux attentes des candidats potentiels en termes finalement des attentes de l'entreprise. Et on s'aperçoit qu'ils attendent beaucoup, notamment sur les politiques santé que l'entreprise peut avoir. On veut rentrer dans une entreprise qui est capable effectivement de conserver en permanence la santé de ses collaborateurs, leur bien-être. Aujourd'hui, on voit apparaître parfois des responsables du bonheur au travail ou des responsables du bien-être au travail parce qu'effectivement, les attentes sont très fortes de la part de l'ensemble des générations. Difficulté à attirer les talents lorsqu'on n'a pas une offre suffisamment adaptée, qu'on n'est pas capable finalement de répondre aux attentes de sens, aux attentes finalement d'engagement, de responsabilité de la part des collaborateurs. Comment devenir effectivement dans ce cas une fabrique de talents? Deuxième risque, c'est de ne pas fidéliser, de laisser partir les talents, de laisser partir ceux qui ont les compétences. Et cela, finalement, il y a trois types de départ. Il y a ceux qui partent vers d'autres employeurs, qui s'aperçoivent que leur employeur ne leur offre pas ce qu'ils attendent, et ils partent à la concurrence. Premier cas. Deuxième cas,
ils partent finalement vers d'autres projets entrepreneuriaux. Ils ont envie, au fond, de créer leur entreprise, ils ont envie, au fond, d'être à leur propre compte, et souvent, ils souhaitent d'autres statuts. N'oublions pas que chez les jeunes, en particulier, il y a, je dirais, l'envie d'être auto-entrepreneur, l'envie d'être un slasher, d'avoir un job varié, d'être capable finalement de concilier plusieurs emplois, plusieurs métiers. Et donc, de mener à bien leur quête de sens, leur quête d'autonomie, leur quête de liberté par d'autres projets que ceux que leur offre l'entreprise. Et puis, bien sûr, il y a le départ à la retraite. Et là, alors en France, nous avons ce qu'on appelle une décennie. Il y a une période entre 60, 62 ans et 70 ans ou plus où on peut partir à la retraite ou rester. Et l'un des objectifs, c'est bien évidemment comment faire en sorte de conserver les seniors dont on a besoin, qui ont des compétences rares, des compétences utiles, les conserver le plus longtemps possible. Et ce qui veut dire qu'en fait, la gestion des seniors, ça devient aujourd'hui une gestion des juniors. Le terme junior, c'est au fond la contraction entre le junior et le senior. C'est au fond cette volonté de concilier à la fois l'expérience du senior avec les qualités que l'on attend finalement d'un sexagénaire aujourd'hui, qui est d'avoir le même dynamisme, la même capacité à, au fond, mettre en œuvre, à innover que les plus anciens. Et donc, finalement, comment fidéliser le plus longtemps possible des gens qui soient des gens effectivement très, comment dirais-je, très impliqués, très engagés. Mais le quatrième risque, c'est si je ne suis pas capable en interne à développer les compétences et si je n'évite pas l'obsolescence des compétences. Car les compétences dont on a besoin évoluent en permanence. Ce qui veut dire que l'un des objectifs doit être, à un moment donné, de faire de chaque collaborateur un serial learner, un apprenant en série. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une politique de formation, c'est une politique d'apprenance. C'est mettre en place un écosystème d'apprenance avec tous les outils qui permettent aujourd'hui de développer les compétences. Vous savez qu'aujourd'hui, on est devenus des adeptes de la théorie 70-20-10. Les compétences dont dispose quelqu'un à un moment donné de sa carrière, il y en a 10% qui viennent des formations qu'il a reçues au départ ou ensuite pendant sa vie professionnelle, tout au long de la vie. Il y en a 20% qui reposent sur le partage, et il y en a 70% qui reposent par les situations même de travail. Et donc, comment faire en sorte que le travail que l'on fait faire aux collaborateurs, que les situations qu'on leur fait vivre, soient des formations qui les forment, autrement dit, qui soient capacitantes. Comment mettre en place une véritable FEST, formation en situation de travail. Comment aussi développer le partage, mettre en place des comités d'apprentissage, mettre en place des groupes de co-développement. Comment faire en sorte que dans une entreprise de mode collaboratif et coopératif permette en permanence d'avoir finalement ce développement des compétences. Et c'est là où finalement on s'aperçoit que les outils nouveaux existent, à condition de donner l'envie à chacun de développer ses compétences. Or, pour qu'ils aient envie de le faire, il faut qu'ils aient le sentiment que dans l'organisation, on reconnaît le développement des compétences, que les efforts qui sont faits pour devenir talentueux sont des efforts qui vont effectivement être pris en compte. Et c'est là où finalement le rôle de l'entreprise, du management est extrêmement important. Et si on regarde bien l'ensemble des politiques à mettre en œuvre pour attirer, retenir, éviter la perte de compétences, on s'aperçoit qu'elles sont toutes très complémentaires. Il faut finalement miser à fond sur chaque personne, considérant que tout le monde peut être talentueux et que, en fait, l'important c'est de donner l'envie à chacun de l'être, autrement dit, lui donner envie de développer ses talents. C'est là où finalement le rôle du management est important. Le fait qu'on apporte à chaque collaborateur un soutien organisationnel très fort jouera un rôle extrêmement important. J'ai l'impression que je suis un petit peu bavard et je vais peut-être arrêter là. Vous savez, donner la parole en premier à un prof, c'est très dangereux car finalement, il a tendance à aller beaucoup plus loin que le temps imparti. Merci. Merci professeur. Non, on a le délit de l'initié, hein. On savait quel type de professeur à qui on a affaire et en tout cas, l'exposé est tellement riche de données structurées qui mettent le management au centre. Je suis surtout attiré par ce parallélisme homme-femme d'un côté et compétences d'un autre.
et vous avez donc établi une liste pour le gestionnaire de risque que je suis, cette approche par le risque donc qui a été énumérée. Ça nous a mis pratiquement dans les chapitres du management des ressources, de la gestion des compétences, de la prévision, de la motivation. Donc, vous avez un peu fait le tour. Je sais que on peut revenir vers vous, donc, soit au cours du débat, soit lors de la partie des questions. Pour les points que vous avez soulevés, donc j'ai bien noté ce rôle du manager. Vous avez surtout soulevé à un moment donné qu'il y a cette digitalisation et donc cette vitesse qui fait qu'il y ait une obsolescence en termes donc des outils, des moyens utilisés. Mais